Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoque là. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un professeur, pas comme les autres. Luc La Liberté. Luc, on le répète et on le répète, chaque fois qu'on suit une campagne présidentielle, ben on le sait que c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher aux candidats qui se mettent en lice. Et là, on a un aperçu un peu plus d'à quoi ça ressemble, le bilan des forces en présence, mais côté argent cash. Voilà, donc chez les Républicains, du côté de M. Biden, ben, il n'a pas de réel adversaire. On a Robert Kennedy Jr., on sait que ça l'embête un peu, mais pas assez, bien sûr, pour ébranler Biden, qui continue, lui, à cumuler des millions sans fracasser de records. Il n'est pas particulièrement inquiet. De l'autre côté, les deux meneurs ne vont surprendre personne. Il y a Donald Trump, bien entendu, qui demeure le champion incontesté, et il est suivi de Ron DeSantis. Ce qui est intéressant dans l'étude des chiffres pour les deux premiers candidats, c'est de voir qui reçoit le plus de petites donations, de donations entre guillemets, de gens comme, je t'inclus avec moi, de gens comme toi et moi. Donc, pas des gens particulièrement fortunés, mais qui contribuent comme ça en fonction de leurs idéaux à leur candidat préféré. Ron DeSantis a beaucoup de difficultés à aller chercher ce type de donation. M. Trump, on le sait, il y va d'un gazouillis ou il y va d'un Truth Social maintenant. Donc, il y va d'une entrée, puis l'argent recommence à entrer. Et il y a autant de généreux donateurs que de petits donateurs. C'est bon parce que ça veut dire que sur le terrain, il y a des gens prêts à se mobiliser. Ça pourrait expliquer pourquoi Ron DeSantis éprouve des problèmes actuellement. Quand il est passé au New Hampshire, il y a une dizaine de jours, on l'a vu, ça a été très difficile. Et il semble pas, l'expression plus ou moins correcte, connecté avec les gens sur le terrain. Donc, petite inquiétude du côté de M. DeSantis. Il y a beaucoup de gens, de plus en plus d'observateurs qui disent, écoutez, ça se peut que si DeSantis, sa campagne ne lève pas et que Donald Trump éprouve encore des difficultés avec la justice et elle risque d'être de plus en plus sérieuse, ces difficultés, ça se peut que ce soit ni un ni l'autre des deux candidats qui représentent les républicains. On est encore loin de l'élection. Il y a bien des scénarios qui sont possibles. Et là, on se met dans la course à l'argent aussi à regarder derrière. Et derrière, il y a des candidats qui, s'ils ne se démarquent pas par les sommes totales, se démarquent par les petites donations, justement. Des gens qui sont suffisamment motivés pour leur donner une contribution financière. Et là, il y a des candidats, entre guillemets, que j'aime bien. Si je suis un stratège républicain puis que je regarde les votes à aller chercher, quelqu'un comme Tim Scott est devant les autres pour les petites contributions financières. Donc, moins de grandes corporations ou des gens qui ont les poches profondes, mais il semble y avoir un petit mouvement à la base. Ça peut être très bon pour Tim Scott, qui, rappelons-le, est le seul noir jusqu'à maintenant dans la course. C'est un sénateur dont l'histoire est drôlement intéressante. C'est un vrai conservateur. On va pas le méprendre avec un progressiste. Mais c'est un conservateur, disons, modéré quand on le compare à Donald Trump ou encore à Ron DeSantis. Nikki Haley a également une belle performance de ce côté-là. On est encore loin des meneurs, mais en même temps, ça veut dire qu'il y a des gens qui se mobilisent pour elle. Vivek Ramaswamy, donc qui est un entrepreneur de l'Ohio dont on a peu parlé jusqu'à maintenant, ben écoute, lui il a de l'argent, personnellement, il est riche, voire très riche, mais il y a également des gens sur le terrain qui sont intéressés par cette aura dont a bénéficié déjà Donald Trump, celui d'un homme d'affaires qui a réussi puis qui veut reproduire ou tenter de reproduire sa réussite dans le système américain. Ramaswamy, c'est la première fois, outre parce que c'est une candidature originale, c'est la première fois qu'il apparaît comme ça sur le radar dans une forme de sondage ou d'appui que constituent les donations politiques. Et le dernier joueur, ben, tout le monde le connaît, Chris Christie. Donc, on va le retrouver, Christie, Ramaswamy, Nikki Haley, M. Scott. On va les retrouver sur l'estrade quand arrivera le moment du premier débat. Donc, gardez-les dans la mire. C'est pas impossible qu'il y ait d'autres surprises, mais ces quatre-là s'invitent dans la danse. Tout ça en prenant la peine de répéter, M. Trump est encore loin devant, une avance qui est plus que confortable. Mais c'est un contexte particulier, ce n'est pas normal. Et Ron DeSantis a réduit son personnel encore en fin de semaine parce qu'il ne parvient plus à payer tout le monde et parce qu'il veut donc modifier ou réorienter une campagne. Ce ne sont pas des bonnes nouvelles. Il a encore le temps de se remettre sur pied puis de repartir à l'attaque, mais ça ne va pas bien au moment où on se parle.
Ouais, puis ce qui est spécial aussi, là, on parle du financement puis comment ils vont s'y prendre. Faut jamais oublier non plus que Donald Trump peut toujours lever de l'argent, lui, en prétextant qu'il est en train de sauver les États-Unis d'Amérique. Hein? C'est ça qui est spécial aussi. Je pense pendant un moment, il y a un de ces fonds qui s'appelle comme ça, c'est le Save America Fund. C'est presque apocalyptique hein, comme message. C'est donnez-moi de l'argent, aidez-moi, sinon les États-Unis seront détruits. Le pays que vous connaissez va devenir méconnaissable. C'est quand même quelque chose qui a toujours de l'attraction, hein, qui va toujours aller chercher de l'argent aussi. C'est toujours le même discours, mais en version plus radicale. Rappelle-toi de son discours d'investiture en 2017. Là, je me disais, en écoutant ça, c'est fini pour les États-Unis. C'était pas habituellement, hein, quand un président entre en fonction, il prononce ce fameux discours d'investiture. Ce sont des défis, ce sont des promesses. L'horizon va être plus beau que ce qu'il était auparavant. Dans le cas de M. Trump, on était au bord du précipice. C'était carrément ça, le discours d'investiture. Et bien sûr, comme il a été battu, si on était au bord du précipice, Joe Biden a fait un pas vers le fossé, vers la chute. Donc, le discours s'est radicalisé, mais c'est le même. Ça ne va pas bien et seul Trump peut nous sortir de là. Tour du côté des démocrates, maintenant, il y a le sénateur Joe Manchin qui a eu des drôles de déclarations, en fait. Ça, c'est un sujet d'inquiétude ou un sujet de préoccupation pour les démocrates. Il y a une autre formation qui songe à présenter des candidats qui s'appelle, le nom du parti est bien choisi, ça s'appelle No Labels. Donc, c'est des gens qui sont déçus des deux grandes formations politiques et qui disent regroupons-nous, forme de candidature indépendante plus organisée qu'une véritable candidature indépendante et offrons aux Américains qui en ont assez de cette guerre perpétuelle ou de ces affrontements qui souvent sont stériles entre républicains et démocrates, offrons-leur quelque chose de neuf. Et Joe Manchin, qui est un démocrate, mais un démocrate qui s'est fait élire en Virginie de l'Ouest, donc territoire plus conservateur, Joe Manchin qui souvent se fait tirer l'oreille ou force Joe Biden à faire des compromis, à tout le moins s'il espère passer des mesures au Sénat, où il a été pendant un temps le sénateur qui pouvait décider du sort ou du statut d'une loi. Joe Manchin s'est présenté à un rassemblement de No Labels. Donc, pendant un certain temps, il y en a qui ont dit non, mais il s'oppose tellement aux démocrates qui devraient se présenter républicains. Là, Joe Manchin est plutôt allé du côté de No Labels. Faut savoir que s'il y a une ligne de parti aux États-Unis, comme il y en a une chez nous, elle est beaucoup plus floue, cette ligne de parti, puis elle est appelée à bouger. Et parfois, pour sauver son siège, on a d'autres choix, si on est un sénateur ou un représentant, que de s'inscrire en faux avec la ligne du parti. Et c'est ce que fait Joe Manchin. Il veut préserver son poste, il veut préserver sa place, son siège. Et là, cette fois, en tout cas, il envoie un signe aux démocrates. Je suis prêt à aller vers les No Labels et je me suis collé à eux. Quand tu dis que c'est un sujet d'inquiétude pour les démocrates, No Labels risque plus quand on regarde la composition de ceux qui sont là maintenant, la composition du groupe là, avec les gens qui se sont présentés, ça risque d'enlever quelques votes à Joe Biden. Et Joe Biden ou les démocrates sont vainqueurs en 2004 s'ils conservent tous les électeurs qui se sont mobilisés en 2020. À partir du moment où on offre No Labels et que ce parti-là ou cette formation-là divise le vote, dans ce cas-là, c'est plus à Joe Biden qu'on risque d'enlever des votes ou aux démocrates. Donc, on surveille ça de très, très, très près. Il y avait déjà Mme Sinema, qui était la sénatrice de l'Arizona, qui l'est toujours, mais qui, elle, a carrément fait le saut en disant « Je suis maintenant une indépendante, je me dissocie du parti ». Voilà que Joe Manchin a l'air de, en bon québécois, de branler dans le manche et de se diriger vers les No Labels. Tout ça, c'est un sujet de préoccupation pour les stratèges démocrates. Autre sujet de préoccupation, d'ailleurs, pour eux, c'est le vote des jeunes en ce moment. Ça peut sembler quand même pas ironique, là, alors qu'on a l'impression que les jeunes aux États-Unis là, vont beaucoup du côté démocrate, mais là, ils s'en inquiètent. Ouais. Oui, voilà, les stratèges du Parti démocrate, encore eux, on y va souvent, on fait des petits sondages maison, longtemps à l'avance, on prépare le terrain, on a des groupes d'études, et ce qu'on constate, c'est que les jeunes qui ont voté assez fort, qui sont sortis pour les démocrates dans les 2 derniers cycles électoraux, on dit, écoutez, c'est pas encore une situation alarmante, c'est pas encore une situation de panique,
mais on pourrait être en train de les perdre. C'est ce que disent les chiffres. Pourtant, on le sait, Joe Biden, par exemple, sujet qui est cher pour les jeunes étudiants, ceux qui sont en âge de voter, déploie une énergie considérable à faire, donc pour leur permettre d'éliminer une partie de leur dette d'études. Le système est fort différent de chez nous et on sort souvent de ces études lourdement endettées. On se disait, ben, avec une telle mesure, un tel acharnement, le président Biden peut espérer aller chercher les jeunes. Mais la performance d'ensemble des démocrates et de Joe Biden font en sorte que les jeunes s'impliquent moins et qu'ils refusent de s'associer maintenant, dans une proportion qui n'est pas négligeable, aux démocrates. Ils vont pas voter républicain demain matin. C'est pas ça que Joe Biden et les stratèges craignent. Ce qu'ils craignent, c'est que ces gens-là sortent pas. C'est que ces gens-là n'aillent pas voter. On se rappellera qu'Hillary Clinton, quand elle a été battue en 2016, c'était un peu une déception des plus progressistes. Il disait, ben nous, on voulait Bernie Sanders, on nous laisse avec Mme Clinton, on reste chez nous. On reste chez nous est un des 3 ou 4 principaux indicateurs qui expliquent la victoire de Donald Trump en 2016. Donc, on est un peu à l'avance, mais je préfère, si je suis un stratège, justement, parer au coup, essayer de prévoir l'impossible ou l'imprévisible, pardon. Là, on s'inquiète du vote des jeunes. Donc, le message qu'on envoie à tous les candidats et à Joe Biden au premier chef, revenez avec les jeunes. On a besoin du vote des femmes, on a besoin des minorités, on a besoin du vote des jeunes. Go! On pourrait l'échapper. Oui, puis c'est toujours un problème aux États-Unis aussi, Luc, de sortir le vote, difficulté d'accès aussi dans beaucoup d'États. Puis là, au Delaware, on est en train de songer à faire du vote, mais en entreprise. Ça pourrait être une solution. Le Delaware est un État qui a été très, très durement touché par des problèmes économiques, la fin d'un cycle économique, et on cherche par tous les moyens possibles et imaginables, et c'est louable, on comprend les autorités municipales, à ramener des entreprises au Delaware. On veut relancer l'économie, créer des emplois. S'il y a une relance économique aux États-Unis, on sait qu'elle est inégale selon les secteurs, selon les régions. Il y a quelques villes du Delaware, il y en a 3 qui l'ont fait, et il y en a une 4e qui veut s'ajouter à la liste. Venez vous installer chez nous. Vous êtes Walmart, vous êtes Amazon, peu importe. On va vous donner le droit de vote. Et on devine qu'il y a une levée de boucliers, que des conseils municipaux déploient des énergies extraordinaires à relancer l'économie. Il n'y a personne qui va être contre ça. Le débat n'est pas là. Est-ce qu'une entreprise est une personne? Est-ce que c'est une personne morale? Est-ce que c'est une personne juridique? Et est-ce qu'on doit lui accorder le droit de vote? J'essaie juste d'imaginer ici, si on tentait de faire la même chose, les multiples entreprises qu'il y a au Québec, certaines très puissantes, écoutez, venez faire des affaires au Québec, ou venez faire des affaires à Québec, dans mon cas, puis on vous donne le droit de vote. Donc, d'un côté, des efforts de mesurer, le maire de la ville de Delfort a dit, moi, je suis prêt à le faire, on va tout faire pour créer des emplois. On devine qu'il y a l'opposition, et pas que l'opposition, mais des gens qui ont à cœur la survie du régime démocratique, le maintien des institutions démocratiques. Il y a un ancien conseiller, d'ailleurs, qui, dans cette ville-là, a dit moi, quand j'ai lu la Constitution américaine, c'est écrit « Nous, le peuple des États-Unis » et non pas « Nous, les Walmart, Amazon ou grandes entreprises privées ». Donc, débat intéressant sur le fond. Problème bien réel, problème criant, puis des gens qui sont sans emploi, qui n'ont plus les moyens d'avoir un appartement ou encore de faire l'épicerie ou de manger convenablement. Est-ce qu'on doit tout faire pour que ces entreprises-là viennent au point de jouer avec la démocratie? Belle question de fond. Si j'étais un habitant de la ville, je serais préoccupé un peu par ce genre de compromis-là ou d'ouverture-là qu'on semble prêt à faire. Mais tu vois, j'avais complètement mal compris aussi, là, Luc, qu'est-ce qui se passait. Moi, je pensais que c'était des entreprises qui offraient le vote en entreprise, tu sais, comme ça arrive à certains endroits, là, comme un vote de campus. OK, c'est pas... Tu vois, j'étais complètement dans le champ en réfléchissant là-dessus, mais là, c'est les entreprises, là, comme personnes morales qui ont un vote, plusieurs votes, une entreprise, un par employé? Une entreprise, un vote. OK, c'est pas tant que ça, par exemple? On peut-tu... Non, c'est pas tant. C'est le message qu'on envoie et c'est là où la levée de bouclier s'est fait sentir ou a été notée. C'est jusqu'où votons. Déjà, on sait, par exemple, que en termes de donations, pour ce qu'on appelle les super PAC aux États-Unis,
On va en entendre parler. Tu l'évoquais tout à l'heure là, pour Donald Trump. On sait que la Cour suprême a levé donc le plafond de contribution financière. On a dit les entreprises sont des personnes morales, puis comme personnes morales, elles ont le droit d'exercer leur liberté d'expression à la hauteur de millions, si on a des millions à investir là-dedans. Les empêcher d'investir des millions, ce serait limiter leur liberté d'expression. C'est comme ça que la Cour suprême a tranché. Donc, c'est un pas de plus vers une participation de l'entreprise, des grandes compagnies, à la vie démocratique. Moi, je considère, oublions républicains ou démocrates, parce que les deux reçoivent de généreuses contributions, déjà, je considère que c'est une problématique de la démocratie américaine. Si on me demandait d'identifier des faiblesses importantes, c'est l'importance démesurée de l'argent, tu l'as évoqué tout à l'heure, et des grandes entreprises dans la vie démocratique. Les grandes entreprises, bien sûr, surveillent le développement économique, surveillent un certain nombre de politiques. Ça, on comprend ça comme investisseurs. Mais est-ce qu'on doit leur conférer une place aussi grande, plus importante que celle des citoyens ordinaires? C'est ce qu'on s'apprête à faire dans cette ville du New Jersey, aller un cran plus loin. Non seulement il n'y a pas de limite à leur contribution financière pour les comités d'action politique, les PAC ou Super PAC, de l'autre côté, elles auraient maintenant le droit de vote. C'est intéressant. C'est un débat de fond. Puis bien sûr, on est plus loin. Quand je te dis intéressant, c'est pas par sadisme. Je suis pas impliqué au Delaware. Je ne vote pas. Je suis pas un citoyen américain. Donc, comme débat théorique à distance, je trouve ça drôlement intéressant de voir jusqu'où on va. Puis est-ce qu'on va leur mettre des freins éventuellement, ou si on ne continue pas à ouvrir des portes pour qu'ils prennent encore plus de place dans le système politique? Moi, je t'avoue, ça me terrifie. Tout ça, hein, on dirait qu'on fait des pas pour se rapprocher d'un style d'univers fantastique, pas fantastique, mais plutôt dystopique, qui revient beaucoup, qui est très populaire dans la littérature, les jeux vidéo et autres, là, ce qu'on appelle le cyberpunk, un univers dans lequel les compagnies, les entreprises privées deviennent plus puissantes que les gouvernements, puis peuvent manipuler absolument tout. Moi, ça me fait peur. Moi, ça me terrifie, là, honnêtement, des nouvelles comme ça. Comme prof d'histoire, j'ai envie de te dire, ça m'inquiète un peu comme ça t'inquiète. Quand j'enseigne l'histoire politique américaine ou l'histoire américaine, je reviens, quand je compare la période actuelle, à la fin du 19e siècle, la révolution industrielle. Et c'est là qu'est né ce qu'on appelle le mouvement progressiste aux États-Unis. C'était par rapport aux excès du développement du capitalisme. Personne n'est contre une forme de capitalisme, mais on s'est rendu compte au 19e siècle que la démocratie américaine n'en était plus une. C'est à partir de ce mouvement-là, par exemple, qu'on a décidé d'élire les sénateurs aux États-Unis. Les sénateurs n'étaient pas élus avant le début du 20e siècle. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte, est-ce qu'on n'a pas ouvert la porte trop grande aux entreprises? Et quand on a constaté que 80% des sénateurs américains étaient membres ou étaient issus de conseils d'administration de grandes entreprises, on en est venu à cette idée, c'est peut-être aller trop loin. Washington est peut-être maintenant entre les mains des grandes compagnies. Donc, il y a un équilibre à aller chercher entre ces grandes compagnies, bien entendu, qui créent de l'emploi, qui permettent à de nombreux Américains de vivre, puis dans certains cas de vivre décemment. Il y a une différence entre leur permettre de continuer leurs activités et leur donner les clés du pays. Donc, j'ai l'impression qu'on revient à un débat en 2023 qu'on a fait à la fin 19e et début 20e siècle aux États-Unis. Ouais, c'est la boucle, hein, la boucle qui revient, hein, qui se boucle tout le temps. Voilà. C'est des cycles, hein. L'histoire est appelée à se répéter, bien malheureusement dans bien des cas. Luc, La Liberté, merci.